spirituelle, il s'oppose au dépeçage de son pays par les Anglais et leurs alliés. À partir d'Ankara, il conquiert territoire après territoire pour former une nation dans ses frontières d'aujourd'hui, la Turquie. Atatürk instaure, avec des méthodes autoritaires, un État moderne, à l'image des États occidentaux qu'il a combattus militairement. Il destitue le dernier sultan qu'il envoie en exil en Europe et met ainsi fin au dernier califat islamique. Dans les années 1920, tout s'effondre dans le monde musulman avec la disparition du califat à Istanbul, même si le califat ottoman n'avait plus véritablement d'aura, de puissance politique, était détesté par la plupart des Arabes, néanmoins ça conservait la fiction d'une espèce de pouvoir politique islamique. De ce fait-là, tous ceux qui veulent transformer le monde en se référant à l'islam n'ont plus de point de référence. Les musulmans ont vécu dans l'idée que de la mort du prophète Mahomet en 632, le 8 juin 632, jusqu'à la fin de l'Empire ottoman et l'abolition du califat, c'est-à-dire le 3 mars 1924, il y avait un représentant des musulmans sur terre. Le courant auquel appartient Mustafa Kemal, dit Atatürk, le père des Turcs, est un courant extrêmement séculier, nourri de Rousseau, nourri de Voltaire, en phase avec la franc-maçonnerie, qui est fasciné par l'Europe des Lumières, et qui pense que si la Turquie a perdu la guerre, c'est à cause de sa sclérose en quelque sorte religieuse, de son incapacité de s'adapter au siècle. Et vous avez tout un courant qui, au fond, impute à l'islam cette impossibilité de se réformer. Et précisément pour passer à la réforme, pour passer à la modernité, il faut sauter par-dessus l'islam. Face au nationalisme autoritaire et moderniste de Mustafa Kemal, qui fera des émules dans d'autres pays musulmans, un courant fondamentaliste prône le retour aux valeurs de l'islam pour retrouver la grandeur du passé. C'est en Égypte, sur les bords du canal de Suez, construit par l'Europe, pour l'Europe qui commerce avec l'Asie, que les frères musulmans trouvent leurs racines. Cette organisation politico-religieuse est créée en 1928, 4 ans après l'abolition du califat, avec un slogan simple, qui est aujourd'hui celui de tous les islamistes. Le Coran est notre constitution. Les villes occidentalisées, telles qu'Ismaïlia et Port Saïd, étaient divisées en deux parties. La partie européenne qu'on appelait le quartier Frangui, du fait que la majorité des habitants étaient des Français qui travaillaient pour la Société du canal de Suez. La vie s'y déroulait au rythme de la culture européenne, surtout française. L'autre partie de la ville, on l'appelait le quartier arabe. Il était à l'image des quartiers populaires des autres villes égyptiennes. La différence de vie entre ces deux univers était très importante. La ville d'Ismaïlia se trouve au milieu de la zone du canal de Suez, une zone qui était sous l'occupation militaire des Britanniques. Donc c'est à cette zone qu'on voyait le contraste entre un Occident militairement puissant, technologiquement avancé, et un Orient faible militairement et sous-développé. Le fondateur des frères musulmans est Hassan al-Banna. Ce n'est pas un clerc, ce n'est pas un dignitaire religieux, c'est un instituteur qui parcourt l'Égypte pour prêcher un islam social et combatif dans les mosquées, dans les cafés ou sur les places publiques. Hassan al-Banna forgera durant ces années un argumentaire idéologique qui ne sera renié par aucun mouvement islamiste en s'opposant aux idées et aux valeurs occidentales qui gagnent les esprits de la jeunesse égyptienne. Au sein même de la famille al-Banna, les idées libérales séduisent son jeune frère Gamal. La société de l'époque était très libérale, et l'islam ne jouait pas le rôle qui devait lui revenir. Hassan al-Banna et sa confrérie sont arrivés pour combler cette absence. Le peuple égyptien est très croyant, et la religion occupe une place très importante dans notre vie quotidienne. L'imam al-Banna a voulu redonner à l'islam son rôle, en faire le système de valeurs de la société égyptienne. L'Égypte est le pays du Moyen-Orient le plus dynamique à l'époque, le plus développé
précisément parce qu'il s'y est fait une symbiose entre non seulement le monde méditerranéen et la population locale, non seulement les puissances européennes dont un certain nombre de communautés sont présentes sous la domination britannique qui est globalement rejetée, mais aussi parce que l'Égypte, c'est le lieu où se rencontrent les Libanais, les Syriens. Donc la première idée de Banna, c'est au fond de refaire la communauté sur des idées simples, sur l'idée du Coran, sur l'idée de la solidarité musulmane, mais essentiellement sur l'idée de la charia. Ce qui définit l'État musulman, c'est sa législation. Ce n'est pas le fait qu'il ait à sa tête un musulman. Ce n'est pas qu'il se revendique de l'islam, ce n'est pas qu'il parle l'arabe, ce n'est pas qu'il ait des références coraniques dans des discours officiels. C'est l'islam comme mode de vie et mode de régulation étatique, par opposition ou en opposition au mode de régulation étatique qui est proposé par l'Occident. D'un État islamique des frères musulmans égyptiens se réalise de l'autre côté de la mer Rouge, dans cette région appelée jadis l'Arabie. Elle devient saoudienne, du nom de celui qui l'a conquise par le sabre et le Coran, Abdelaziz ibn Saoud. L'Arabie saoudite est le premier État moderne créé au nom de l'islam, avec comme seule constitution le Coran. Le bras armé des Saouds, dans leur conquête des territoires, ce sont les frères saoudiens, une organisation militaire et religieuse qui soumet par la force les tribus bédouines récalcitrantes. L'islam est le facteur essentiel de l'unité du royaume saoudien. Un islam rigoriste, professé par une secte musulmane sunnite, le wahhabisme, avec laquelle la famille royale scelle un pacte, le pouvoir temporel aux Saouds et le pouvoir spirituel aux wahhabites. Au départ, les frères de l'Arabie qui deviendra saoudienne, dans son ensemble, dans les années 20, sont issus d'une mouvance extrêmement traditionnaliste qui récuse comme bédra, comme innovation, les innovations techniques apportées par les Européens, comme étant autant de manifestations blasphématoires, comme le téléphone, le télégraphe, le chemin de fer. Là, c'est un mouvement qu'on peut appeler réactionnaire au sens presque caricatural du terme. Nous réagissons contre toute nouveauté pour vouloir revenir à la pureté initiale. Les dirigeants saoudiens jouent désormais aux équilibristes. D'un côté, une pureté religieuse prônée par leurs alliés, les wahhabites, et de l'autre, une modernité technologique indispensable au développement de leur jeune royaume. Pour avoir les mains libres d'un côté, il faut faire des concessions de l'autre, en donnant toujours plus de gages aux wahhabites qui prennent le contrôle de toutes les mosquées et de tout l'enseignement religieux dans le pays. Le wahhabisme a exercé une influence importante sur l'interprétation de l'islam, ainsi que sur la naissance de l'État saoudien. L'alliance entre la religion et la politique a été déterminante dans la fondation du royaume saoudien. Cette alliance lui a fourni, à ses débuts, un cadre idéologique sur lequel le royaume s'est appuyé. Un développement accéléré grâce aux revenus du pétrole, exploité par des compagnies occidentales. En quelques années, l'Arabie est propulsée dans un essor technologique qui bouleverse une société traditionnelle et bédouine. Le pays achète, consomme, construit et semble s'affranchir du carcan wahhabite. La découverte du pétrole dans les pays très religieux et fortement anti-laïques